Chant 4. Strophe 3. Une potence s'élevait sur le sol. À 1 mètre de celui-ci était suspendu par les cheveux un homme, dont les bras étaient attachés par derrière. Ses jambes avaient été laissées libres pour accroître ses tortures et lui faire désirer davantage n'importe quoi de contraire à l'enlacement de ses bras. La peau du front était tellement tendue par le poids de la pendaison que son visage, condamné par la circonstance à l'absence de l'expression naturelle, ressemblait à la concrétion pierreuse d'un stalactite. Depuis 3 jours, il subissait ce supplice. Il s'écriait « Qui me dénouera les bras? Qui me dénouera les cheveux? Je me disloque dans des mouvements qui ne font que séparer davantage de ma tête la racine des cheveux. La soif et la faim ne sont pas les causes principales qui m'empêchent de dormir. Il est impossible que mon existence enfonce son prolongement au-delà des bornes d'une heure. Quelqu'un pour m'ouvrir la gorge avec un caillou à serrer. » Chaque mot était précédé, suivi de hurlements intenses. Je m'élançai du buisson derrière lequel j'étais abrité, et je me dirigeai vers le pantin aux morceaux de lard attachés au plafond. Mais voici que du côté opposé arrivèrent en dansant 2 femmes ivres. L'une tenait un sac et 2 fouets aux cordes de plomb. L'autre, un baril plein de goudron et 2 pinceaux. Les cheveux grisonnants de la plus vieille flottaient au vent, comme les lambeaux d'une voile déchirée, et les chevilles de l'autre claquaient entre elles, comme les coups de queue d'un thon sur la dunette d'un vaisseau. Leurs yeux brillaient d'une flamme si noire et si forte que je ne crus pas d'abord que ces 2 femmes appartinssent à mon espèce. Elles riaient avec un aplomb tellement égoïste, et leurs traits inspiraient tant de répugnance, que je ne doutais pas un seul instant que je n'eusse devant les yeux les 2 spécimens les plus hideux de la race humaine. Je me recachai derrière le buisson, et je me tiens tout coi, comme l'Acanthophorus serranticornis, qui ne montre que la tête en dehors de son nid. Elles approchaient avec la vitesse de la marée. Appliquant l'oreille sur le sol, le son, distinctement perçu, m'apportait l'ébranlement lyrique de leur marche. Lorsque les 2 femelles d'orang-outang furent arrivées sous la potence, elles reniflèrent l'air pendant quelques secondes. Elles montrèrent, par leurs gestes saugrenus, la quantité vraiment remarquable de stupéfaction qui résulta de leur expérience, quand elles s'aperçurent que rien n'était changé dans ces lieux. Le dénouement de la mort, conforme à leurs vœux, n'était pas survenu. Elles n'avaient pas daigné lever la tête pour savoir si la mortadelle était encore à la même place. L'une dit « Est-ce possible que tu sois encore respirant? Tu as la vie dure, mon mari bien-aimé. » Comme quand 2 chantres dans une cathédrale entonnent alternativement les versets d'un psaume, la deuxième répondit « Tu ne veux donc pas mourir, ô mon gracieux fils? Dis-moi donc comment tu as fait. Sûrement c'est par quelque maléfice pour épouvanter les vautours. » En effet, ta carcasse est devenue si maigre, le zéphyr la balance comme une lanterne. Chacune prit un pinceau et goudronna le corps du pendu. Chacune prit un fouet et leva les bras. J'admirais. Il était absolument impossible de ne pas faire comme moi. Avec quelle exactitude énergique les lames de métal, au lieu de glisser à la surface, comme quand on se bat contre un nègre et qu'on fait des efforts inutiles, propres au cauchemar, pour l'empoigner aux cheveux, s'appliquaient grâce au goudron jusqu'à l'intérieur des chairs, marquées par des sillons aussi creux que l'empêchement des os pouvait raisonnablement le permettre.
Je me suis préservé de la tentation de trouver de la volupté dans ce spectacle excessivement curieux, mais moins profondément comique qu'on était en droit de l'attendre. Et cependant, malgré les bonnes résolutions prises d'avance, comment ne pas reconnaître la force de ces femmes, les muscles de leurs bras, leur adresse qui consistait à frapper sur les parties les plus sensibles, comme le visage et le bas-ventre, ne sera mentionné par moi que si j'aspire à l'ambition de raconter la totale vérité. À moins que, appliquant mes lèvres l'une contre l'autre, surtout dans la direction horizontale, mais chacun n'ignore pas que c'est la manière la plus ordinaire d'engendrer cette pression, je ne préfère garder un silence gonflé de larmes et de mystères, dont la manifestation pénible sera impuissante à cacher, non seulement aussi bien, mais encore mieux que mes paroles, car je ne crois pas me tromper, quoiqu'il ne faille pas certainement nier en principe, sous peine de manquer aux règles les plus élémentaires de l'habileté, les possibilités hypothétiques d'erreur. Les résultats funestes occasionnés par la fureur qui met en œuvre les métacarpes secs et les articulations robustes. Quand même, on ne se mettrait pas au point de vue de l'observateur impartial et du moraliste expérimenté. Il est presque assez important que j'apprenne que je n'admets pas au moins entièrement cette restriction plus ou moins fallacieuse. Le doute à cet égard n'aurait pas la faculté d'étendre ses racines, car, je ne le suppose pas, pour l'instant, entre les mains d'une puissance naturelle et périrait immanquablement, pas subitement peut-être, faute d'une sève remplissant les conditions simultanées de nutrition et d'absence de matière vénéneuse. Il est entendu, sinon ne me lisez pas, que je ne mets en scène que la timide personnalité de mon opinion. Loin de moi, cependant, la pensée de renoncer à des droits qui sont incontestables. Certes, mon intention n'est pas de combattre cette affirmation où brille le critérium de la certitude, qu'il est un moyen plus simple de s'entendre. Il consisterait, je le traduis avec quelques mots seulement, mais qui en valent plus de 1000, à ne pas discuter. Il est plus difficile à mettre en pratique que ne le veut bien penser généralement le commun des mortels. Discuter est le mot grammatical, et beaucoup de personnes trouveront qu'il ne faudrait pas contredire, sans un volumineux dossier de preuves, ce que je viens de coucher sur le papier. Mais la chose diffère notablement s'il est permis d'accorder à son propre instinct qu'il emploie une rare sagacité au service de sa circonspection, quand il formule des jugements qui paraîtraient autrement, soyez-en persuadés, d'une hardiesse qui longe les rivages de la fanfaronnade. Pour clore ce petit incident, qui s'est lui-même dépouillé de sa gangue par une légèreté aussi irrémédiablement déplorable que fatalement pleine d'intérêt, ce que chacun n'aura pas manqué de vérifier, à la condition qu'il ait ausculté ses souvenirs les plus récents, il est bon, si l'on possède des facultés en équilibre parfait, ou mieux, si la balance de l'idiotisme ne l'emporte pas de beaucoup sur le plateau dans lequel reposent les nobles et magnifiques attributs de la raison, c'est-à-dire, afin d'être clair, car jusqu'ici je n'ai été que concis, ce que même plusieurs n'admettront pas, à cause de mes longueurs qui ne sont qu'imaginaires puisqu'elles remplissent leur but, de traquer, avec le scalpel de l'analyse, les fugitives apparitions de la vérité jusqu'en leur dernier retranchement. Si l'intelligence prédomine suffisamment sur les défauts sous le poids desquels l'ont étouffé en partie l'habitude, la nature et l'éducation, il est bon, répétai-je, pour la deuxième et la dernière fois, car à force de répéter, on finirait le plus souvent, ce n'est pas faux, par ne plus s'entendre, de revenir la queue basse, si même il est vrai que j'ai une queue, au sujet dramatique cimenté dans cette strophe. Il est utile de boire un verre d'eau avant d'entreprendre la suite de mon travail. Je préfère en boire 2 plutôt que de m'en passer. Ainsi, dans une chasse contre un nègre marron à travers la forêt, à un moment convenu, chaque membre de la troupe suspend son fusil aux lianes et l'on se réunit en commun à l'ombre d'un massif pour étancher la soif et apaiser la faim.
Mais la halte ne dure que quelques secondes. La poursuite est reprise avec acharnement et le halali ne tarde pas à résonner. Et de même que l'oxygène est reconnaissable à la propriété qu'il possède, sans orgueil de rallumer une allumette présentant quelques points en ignition, ainsi l'on reconnaîtra l'accomplissement de mon devoir à l'empressement que je montre à revenir à la question. Lorsque les femelles se virent dans l'impossibilité de retenir le fouet, que la fatigue laissa tomber de leurs mains, elles mirent judicieusement fin au travail gymnastique qu'elles avaient entrepris pendant près de 2 heures et se retirèrent avec une joie qui n'était pas dépourvue de menaces pour l'avenir. Je me dirigeai vers celui qui m'appelait au secours avec un œil glacial, car la perte de son sang était si grande que la faiblesse l'empêchait de parler et que mon opinion était, quoique je ne fusse pas médecin, que l'hémorragie s'était déclarée au visage et au bas-ventre. Et je coupai ses cheveux avec une paire de ciseaux après avoir dégagé ses bras. Et il me raconta que sa mère l'avait un soir appelé dans sa chambre et lui avait ordonné de se déshabiller pour passer la nuit avec elle dans un lit, et que, sans attendre aucune réponse, la maternité s'était dépouillée de tous ses vêtements, en entrecroisant devant lui les gestes les plus impudiques. Qu'alors il s'était retiré. En outre, par ses refus perpétuels, il s'était attiré la colère de sa femme, qui s'était bercée de l'espoir d'une récompense si elle eût pu réussir à engager son mari à ce qu'il prêtât son corps aux passions de la vieille. Elles résolurent par un complot de le suspendre à une potence préparée d'avance dans quelques parages non fréquentés et de le laisser périr insensiblement, exposé à toutes les misères et à tous les dangers. Ce n'était pas sans de trémures et de nombreuses réflexions, pleines de difficultés presque insurmontables, qu'elles étaient enfin parvenues à guider leur choix sur le supplice raffiné qui n'avait trouvé la disparition de son terme que dans le secours inespéré de mon intervention. Les marques les plus vives de la reconnaissance soulignaient chaque expression et ne donnaient pas à ces confidences leur moindre valeur. Je le portai dans la chaumière la plus voisine, car il venait de s'évanouir, et je ne quittai les laboureurs que lorsque je leur eus laissé ma bourse pour donner des soins aux blessés et que je leur eusse fait promettre qu'ils prodigueraient aux malheureux, comme à leur propre fils, les marques d'une sympathie persévérante. À mon tour, je leur racontai l'événement, et je m'approchai de la porte pour remettre le pied sur le sentier. Mais voilà qu'après avoir fait 100 de mètres, je revins machinalement sur mes pas. J'entrai de nouveau dans la chaumière, et m'adressant à leur propriétaire naïf, je m'écriai « Non, non, ne croyez pas que cela m'étonne. » Cette fois-ci, je m'éloignai définitivement. Mais la plante des pieds ne pouvait pas se poser d'une manière sûre. Un autre aurait pu ne pas s'en apercevoir. Le loup ne passe plus sous la potence qu'élevèrent un jour de printemps les mains entrelacées d'une épouse et d'une mère, comme quand il faisait prendre à son imagination charnée le chemin d'un repas illusoire. Quand il voit à l'horizon cette chevelure noire balancée par le vent, il n'encourage pas sa force d'inertie et prend la fuite avec une vitesse incomparable. Faut-il voir dans ce phénomène psychologique une intelligence supérieure à l'ordinaire instinct des mammifères? Sans rien justifier et même sans rien prévoir, il me semble que l'animal a compris ce que c'est que le crime. Comment ne le comprendrait-il pas quand des êtres humains eux-mêmes ont rejeté jusqu'à ce point indescriptible l'empire de la raison pour ne laisser subsister à la place de cette reine détrônée qu'une vengeance farouche.